Bonjour Canaillou, c'est Gonzague de Cornemorte, oui, le petit ami de Conchita Wurst, oui. Aujourd'hui mes poulets, on va faire une rencontre extraordinaire. On va rencontrer la comtesse Anne-Sophie de Tréfingui, la sœur de Pascal Tréfingui, oui, le fou qui fait ses vidéos sur internet. Allez, allons-y, on nous attend au château. Alors Gonzague, mon ami, restons simples, restons familiers, nommez-moi comme vous le faites habituellement, point de protocole, laissez tomber les comtesses Anne-Sophie, appelez-moi tout simplement comtesse. Alors, que puis-je pour vous, mon ami? Ah, Pascal alias Malik, alias etc., etc., etc. Écoutez mon ami, j'ai toujours connu mon frère ainsi. Alors, je suis un petit peu plus jeune, donc je ne peux pas vous dire exactement, mais mère m'a raconté que ça l'a pris à l'âge de 4 ans. Alors figurez-vous qu'il y avait une réunion de famille au château, une cousinade, on était peu, 300, 400 à tout péter. Et alors, les enfants passaient sur une estrade qui avait été dressée, alors non pas pour guillotiner mon ami, la révolution était passée, non, une estrade pour divertir avec des troubadours, des danseurs, des scooby-dooby-doo. Et les enfants devaient donc passer, excusez-moi, j'ai la ficelle de mon string qui me gêne, voilà. Excusez-moi, vous le couperez au montage, évidemment. Hein. C'est tellement agréable de se faire couper au montage, de se faire monter au pompage. Donc, ce que je disais, c'était, mon ami, écoutez, il est monté sur l'estrade avec les autres enfants. Alors évidemment, alors son aîné, le comte Jean-Yves, passe et dit, je vais être pilote de chasse. Alors, oui, alors, effectivement, il a réussi dans ce domaine. Il actionne très bien la chasse d'eau à la maison. Ensuite, il y avait son deuxième frère, le vicomte, etc., les cousins, les cousines, tout le monde passe, dit sa profession. Et arrive Pascal, qui était donc le plus jeune. Enfin, et Pascal, il se fait appeler Pascal pour faire peur, parce que son vrai prénom, mon ami, c'est Pascal Michel. Alors, ça fait un peu tartignol, alors il a laissé tomber. Hein. Ah oui, oui. Ah oui, vous avez remarqué? Oui, oui, j'ai des poils aux jambes, oui. Et la moustache, oui. Oui, ah, c'est typique hein, dans notre famille, les hommes comme les femmes, c'est ainsi. Oui, bon, on a une ascendance portugaise, il le cache parce qu'il déteste les Portugais, mais enfin, oui, c'est ainsi, mon ami. Alors, que dis-je? Que disais-je? Ah oui, alors il monte sur l'estrade, après que chacun ait déclaré, chaque enfant ait déclaré ce qu'il voulait faire de sa vie, et voilà qu'il nous dit qu'il veut épouser un homme, voire plusieurs. Alors, tout le monde s'est marré, effectivement, c'est bidonné, on a toujours fait ça entre cousins dans la famille. Chez les Tréfingui, on a toujours été pédés à toutes les générations, on épousait des femmes pour la reproduction. Bon, à force, on s'habituait, hein, à force d'aller à la messe, on finit par croire en Dieu. Mais, alors écoutez, se marier, quelle idée saugrenue, quelle idée idiote. Donc bon, on a laissé tomber, mais ça l'a travaillé. Alors la deuxième manifestation de sa démence, il faut appeler ça une démence, hein, mon ami. Quand on en est à ce point-là, c'est qu'on est incurable. Alors, il avait 7 ans. Et alors, imaginez-vous qu'au château, nous n'avions point la télévision et qu'il était arrivé à s'introduire dedans aussi également, mais chez un petit métayer, où il avait vu un épisode de Cosmos 1999 en français, où il y avait une sorte de manipulation mentale du commandant Koenig. Alors ça lui a donné des idées, il a fait des recherches, je ne sais pas où c'est documenté, c'était invraisemblable cette histoire. Et un jour, il a demandé à père et mère de partir chez nos cousins des États-Unis car ils souhaitaient participer au programme MK Ultra. Alors, évidemment, père n'a pas voulu, pas du tout. Il voulait lui donner une éducation qui garde un semblant de bon chic français, de bon goût comme le nôtre, comme celui que nous avons toujours eu dans notre famille. Et alors, mon père a dit non, mon ami, vous n'irez point aux États-Unis, vous ne mangerez point du chewing-gum et vous ne buvrez point du Coca-Cola. Non. Restez donc à la maison, nous avons du camembert et du vin et du saucisson et ça sera très bien comme ça. Et d'ailleurs, viens boire un petit coup à la maison. Pouette, pouette. Alors finalement, bon, il est resté à la maison, mais alors, on avait une jeune sœur, Clotilde Bénédicte. Qu'est-ce qu'elle a ramassé, la pauvre alors.
Père nous avait équipé le château d'un téléphone, parce que vu les 28 000 mètres carrés du château, il fallait quand même qu'on puisse communiquer d'une aile à l'autre entre enfants. Il l'a harcelé au téléphone. Il avait installé un système d'écoute afin de l'écouter en permanence. Alors c'était terrible. Ça le prenait tout le temps. Il sortait sa chaussure. Allô, 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 les écoutes. Alors, c'était une manie qu'il avait. Alors après, avec ses histoires de psychotronique depuis quelques années, oh, c'était un délire, c'était un malade. Et alors finalement, le pauvre enfant, où en étais-je? Ah oui, il décide de faire son propre programme LK Ultra sur sa petite sœur. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il lui a fait? Vous ne pouvez imaginer. Oh, des messages subliminaux, des messages sous le plumeau, et j'en passe. Il lui faisait des lampes dans la figure, il l'a levé à n'importe quelle heure de la nuit, il lui hurlait, enfin, il lui a fait un véritable programme de lavage de cerveau, à tel point que la pauvre fille ne s'en est jamais sortie. Elle vit maintenant en Israël, elle est mariée avec un juif fondamentaliste, et elle est sioniste comme cochon. Je ne suis pas sûr qu'un cochon puisse devenir sioniste, mais enfin, elle est vraiment très très sioniste, voire excessivement sioniste. Mon ami, dans la famille, ce n'était pas que nous ayons quelque chose contre les sionistes, chacun sa maladie. Il y a des fous dans toutes les familles, mais enfin, écoutez, si on devait éliminer en France les sionistes, les marxistes et les fascistes, il n'y aurait plus personne. Imaginez la police sans électeurs du Front National, sans nationalistes. Ah, qui aurait-on, imaginons? Des syndicats sans internationalistes, qui aurait-on? Puis alors, tous ces collabos, tous ces petits fonctionnaires miteux qu'on a dans le pays, et tous ces lèche-culs du système, mon ami, si vous enlevez les sionistes, il ne reste plus personne. On est une poignée de monarchistes à notre époque. Alors non, c'est comme ça, à part importer des Noirs qui auraient encore une certaine idée de la monarchie, ou des Arabes, ou pourquoi pas des Arabes, enfin bon. Oui, bah, je serais capable de nous faire un califat, enfin bon, on ferait une croisade. Alors mon ami, écoutez, ce Pascal, Michel, c'est vraiment terrible. Ça s'est aggravé d'année en année. Oui. Ah, pour les questions religieuses. Oh, écoute. Alors déjà, à 11 ans, il s'était passionné pour Adolf Hitler. Je ne sais pas pourquoi. Il lui trouvait un air chic, ou je ne sais quoi. Il savait tout. Maman lui avait fait des petits uniformes, avec des petites épaulettes. Écoutez, on s'amusait comme des fous de le faire voir le petit nazi comme ça dans la cour du château. C'était tellement rigolo. Imaginez-vous que nous avons des cousins séfarades qui ont débarqué d'Algérie, parce que ma mère est liée à l'Algérie. Et alors, il avait décidé, écoutez, c'est allé loin quand même. Alors, au début, on ne s'est pas inquiété. Il a commencé à les enfermer, à leur piquer leurs affaires, puis les enfermer dans les douves du château. Et puis un jour, ça a mal fini. Il avait sorti une bouteille de gaz. Il avait créé une espèce de petit four crématoire. Non, on a dû renvoyer ces pauvres enfants en Algérie. Ils étaient traumatisés. D'ailleurs, ils sont devenus sionistes, les deux. Ils sont en Israël maintenant avec notre sœur. Alors, écoutez... Ensuite, un matin, il avait 14 ans, il se réveille marxiste. Alors, écoutez, il a monté tous les employés du château contre la famille, les métayers, il a fallu les augmenter. Il revendiquait leurs droits, il voulait les émanciper, c'était terrible. Alors, écoutez, père a dit maintenant, ça suffit, il faut arrêter avec ces choses-là. Il a cédé et il l'a envoyé donc aux États-Unis. Alors là-bas, il a fait de grandes universités, il a fait Cambridge, il a fait le McDonald's du Maine, où il a travaillé avec le fils de Jair Bolsonaro, le président du Brésil. Ils sont restés très intimes, les deux. Ah non, c'est l'autre frère, excusez-moi, je fais une confusion. Et voilà, alors ils ont rencontré une certaine Marielle qui a été assassinée depuis, je sais plus exactement pourquoi, mais enfin c'est terrible. Alors il a rencontré un des frères de Villiers d'ailleurs, là. Non, pas le sadomasochiste, non, pas le petit nazi, l'autre. Non, celui qui a été sodomisé, qui a l'asile politique là-bas. Ah oui, la famille de Villiers aussi. Alors, c'est pas des parents, mais alors, c'est un modèle, cela aussi. Hein. Et puis, alors, figurez-vous qu'aux États-Unis, il est devenu sioniste. Il téléphone à père, il devait devenir rabbin. Il était devenu plus sioniste que les cochons. Il a appris la Kabbale. Il voulait retourner en Israël. Il avait découvert qu'on avait des gènes Cohen dans la famille à cause de notre grand-mère, paix à son âme, la brave femme, qui a failli échapper qui a échappé de peu d'ailleurs au four crématoire et au camp de concentration. Elle a dû porter une croix, la pauvre. Vous imaginez quand vous êtes juif, porter une croix toute la guerre, quelle croix, quel calvaire. Enfin bref. Et puis finalement, là-bas, il a eu cette espèce d'illumination. Il est allé en Israël et là, il a commencé, il est rentré dans Tsahal, alors ça a duré 3 mois. Alors il était tellement excité
par ses uniformes et ses beaux gosses que son homosexualité a repris le dessus. Et patatri patata, il est rentré dans le Mossad, il s'est marié avec un Israélien, alors une lune de miel merveilleuse, le garçon était très beau, très riche, apparenté au Rothschild, un yacht merveilleux, un garçon, mais alors vraiment, puis alors circoncis d'une manière, mais alors époustouflant. Alors c'était le grand amour, les deux. Et puis un jour, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, il était invité dans le château de la famille Rothschild en Angleterre, et puis là, alors, je ne sais, c'est toujours très difficile avec ce garçon de savoir ce qui se passe dans sa tête. Alors, il a fait une crise, ils se sont quittés, c'est une histoire je sais pas, sans doute d'érection, il disait toujours Satan la bite, Satan la bite, Satan la bite. Alors, ils se sont quittés les deux, avec un certain froid d'ailleurs. Et mon frère donc a pris la décision de rentrer au château. Alors père était très inquiet, très inquiet. Alors il a trouvé une mission humanitaire et on avait un ami qui travaillait avec Mère Teresa. Alors Mère Teresa n'en a pas voulu effectivement. Alors on l'a envoyé avec le Dalai Lama. Alors voilà qu'il est devenu bouddhiste, il est devenu moine, il a été reconnu, patati patata. Oh là là, quelle histoire, c'est encore. Dans quoi s'est-il encore embringué? Ah, mon ami. Alors finalement, mon frère s'est fait, vous savez, partout il passe, celui-là, il faut toujours qu'il fasse la star. Donc, il est devenu moine, Rinpoché, patati et patata. Oh, une histoire, mon ami. Puis alors, comme d'habitude avec lui, hein, ça fait chou blanc assez rapidement. Il s'est disputé avec un moine avec lequel il couchait pour une histoire de je ne sais quoi, de sacrement, de shugden, je ne sais pas exactement ce dont il s'agit. Il a tout laissé tomber et il est allé vivre au Luxembourg où il a repris l'école de commerce à la demande de papa. Il a travaillé dans une grande banque. Ah, écoutez, il avait des notes merveilleuses, ce garçon très intelligent. Il a repris aussi des études de droit. Il a terminé son doctorat. Oh, et vous savez quel sujet de doctorat? Non mais l'idiot. L'influence de la charia islamique sur le code civil français de Napoléon. Non mais je vous jure, vraiment des sujets à attirer les ennuis. Alors, il s'est fait mettre le grappin dessus par une secte d'islamistes. Il a failli se faire embrigader en Irak et en Syrie. Alors finalement, il s'est arrêté à la frontière turque. Il a rencontré des soufis homosexuels avec qui il a bu du vin. Il a eu une espèce de transe. Il a téléphoné à Père et il a décidé de revenir en France et d'enseigner l'énéagramme. Oh, Père a dit ça va encore durer 6 mois. Patati patatra, ça en a duré 5. Mais enfin, ça a l'air de l'avoir stabilisé. Puis finalement, ce garçon-là, il a rencontré ce luxembourgeois. Alors c'est passé à la télévision, inutile de faire des détails. Et puis finalement un Brésilien. Et alors il est maintenant au Brésil. Alors il avait l'air calmé ces dernières années. Et voilà que patatri patata... Père me téléphone, me dit, écoute chérie, prends le jet. Oui, nous avons un jet privé dans la famille. Mais nous sommes simples. Ah, nous sommes très simples. Ah, demandez-le à nos domestiques, ils vous le diront. Dans la famille Tréfinguine, nous sommes très simples. Alors j'arrive à Rio, je me pose avec mon jet. Alors il y a des encombrements, donc bien sûr je prends un hélicoptère jusque chez lui. Et là, que vois-je? Cantange, Couiche, Casper, j'ai que concombre. Il s'était encore remarié avec un autre Brésilien, un Indien. Alors voilà, qui prenait de l'ayahuasca, qu'il avait des transes, voilà. Alors ça explique les vidéos qu'il fait sur Internet. Mais enfin, ses livres ont l'air de se vendre, ça a l'air de se stabiliser. Alors, Père a beaucoup moins d'inquiétude, mais tout de même, je vous demande une certaine indulgence avec Pascal Michel. Il revient de loin, ce pauvre garçon.